Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va, tranquillement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un château, plus précisément de sa malédiction. Restez jusqu'à la fin si vous voulez louper aucun détail, c'est une vieille histoire avec un rebondissement très récent. Je suis vraiment content de vous raconter cette histoire. C'est un château qui est pas très loin de chez moi et son histoire, elle m'a toujours plus ou moins intrigué, mais jamais je m'étais vraiment intéressé. Là, l'histoire, je la connais bien, je vais vous la raconter. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça aide la chaîne aussi. Tout commence dans le magnifique village du Lourmarin situé dans le Vaucluse. Je vous fais un rapide historique du château avant de rentrer dans le vif du sujet. La partie la plus ancienne du château fut construite au XVe siècle par Fouquet d'Agoult, ou Foulque d'Agoult, ça c'est comme vous voulez, sur des ruines d'une forteresse datant du XIIe siècle. En 1526, Louis d'Agoult-Montauban et son épouse Blanche de Lévis-Ventadour firent construire une nouvelle partie du château, une aile Renaissance. J'ai malheureusement pas trouvé d'illustration pour vous montrer ces personnages. J'en ai trouvé, mais j'ai peur de vous mettre des conneries, donc je préfère ne rien mettre, tout simplement. Bref, à la fin du XVIe siècle, le château devient la propriété des Créquy et d'Iguière. Puis à partir de cette époque, jusqu'à 1789, le château reste occupé par des intendants qui gèrent les terres. Après la Révolution française, période durant laquelle il échappe à la destruction, le château passe entre les mains de plusieurs propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens de l'entretenir. Restez bien attentifs, c'est à partir de maintenant que ça devient vraiment intéressant. Le château finit par tomber en ruine, l'aile Renaissance est transformée en grange et ça devient le repère de tous les vagabonds, des gitans, de tout ce qui est de passage. Les voyageurs de passage, qui étaient souvent des gitans, passaient par là pour se poser pendant leur long voyage. C'était une sorte d'étape pour tous les gitans de France et des pays voisins pour se rendre directement au Sainte-Marie de la Mer pour le pèlerinage, qui existe encore de nos jours, c'est chaque année. Mais beaucoup de familles se relayaient et le château restait pratiquement tout le temps occupé. Dans une des salles du château, il y aurait encore une inscription au-dessus d'une porte où il y aurait écrit « Bois étant va 1513 », ce qui laisse à penser qu'avant l'occupation des gitans, les anciens propriétaires les laissaient venir boire un coup dans la fontaine, mais ils n'avaient pas le droit de rester plus que ça. Finalement, manque de chance pour les propriétaires parce que le château finira entre les mains des voyageurs. Dans ce château, on peut aussi retrouver des inscriptions et des graffitis datant de l'occupation des gitans, notamment un très étrange où on voit des gens sur un bateau avec des inscriptions tout autour et le mot Arménie écrit. Ce qui laisse à penser qu'il n'y aurait pas eu que des gitans, mais aussi une famille d'Arméniens du nom d'Arménie qui aurait occupé le château pendant son abandon. Retenez bien l'histoire des graffitis, c'est très important. Bref, nous voilà en 1920, le château en ruine doit être racheté par un riche entrepreneur pour ensuite revendre des pierres. Mais un certain Robert Laurent Vibert, un riche industriel lyonnais, propriétaire notamment de la marque Pétrolane, agrégé d'histoire et membre de l'école française de Rome, passe par là et tombe amoureux de ce qui reste du château. Il décide de le restaurer pour en faire son habitation principale, ce qui fit de 1921 à 1923, en s'appuyant sur des documents anciens fournis par son ami Édouard Rode, c'est l'ancien conservateur de la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence. Mais avant de commencer la restauration, il a dû forcément virer les gens qui y vivaient, les gitans, les voyageurs, les vagabonds. Et là, ça commence à sentir la merde. Les gitans, forcément pas très contents de se faire virer, jettent un sort sur le château, ce qui se traduirait par les fameux graffitis. Toute personne séjournant dans le château sera frappée par le mauvais sort. Et c'est à partir de ce moment-là que la malédiction du château est née. C'est alors en 1925 que notre riche industriel Robert décède d'un accident étrange alors qu'il roulait en direction de Lyon. Il perd étrangement le contrôle de son véhicule et il vient s'enrouler autour d'un platane. Crac, mort. À partir de 1925 jusqu'à 1960, c'est 12 personnes qui perdront la vie de façon étrange. Il y a des suicides, il y a des accidents, il y a des morts. En fait, toutes les morts sont pas naturelles. Malheureusement, il y a très peu d'informations sur ces fameuses 12 personnes. Mais il y a une 13e victime, et pas des moindres, parce qu'il s'agit du grand écrivain et prix Nobel de littérature, Albert Camus. L'eau, c'est bon. En 1958, Albert, ayant reçu son prix Nobel, décide d'acheter une maison dans le fameux village du Lourmarin. Un ami à lui de l'époque, connaissant la malédiction, lui conseille plutôt d'acheter une maison à quelques kilomètres dans le village de Beaunieu. Mais Albert rigole et s'en fout complètement de la malédiction et décide quand même d'acheter sa maison au Lourmarin. Tout va bien jusqu'en 1960, soit 2 ans après l'acquisition de la maison, jusqu'au jour où son ami et éditeur Michel Gallimard décide de lui rendre visite avec sa femme et sa fille. Après cette visite, Albert Camus doit se rendre à Paris en train, mais son ami Michel Gallimard lui propose gentiment de l'emmener directement en voiture. Le 4 janvier 1960 à 14h15, la Facel Vega de Michel Gallimard sort brusquement de la Nationale 5 et termine contre un platane. Albert Camus, occupant le siège passager, sera tué sur le coup à l'âge de 47 ans. Michel Gallimard, sa femme et sa fille sont éjectés de la voiture au moment du crash. Ils seront emmenés à l'hôpital de Monteiro. Malheureusement, l'éditeur décédera de ses blessures à l'hôpital. Albert, 2 jours plus tard, sera enterré dans le cimetière du Lourmarin. On peut encore voir sa tombe aujourd'hui. Petite parenthèse, sa pierre tombale a été fabriquée par un tailleur de pierre avignonnais. Et ce tailleur de pierre, c'est le père de Mireille Mathieu. Bref, Albert sera la 13e victime de cette malédiction, mais nouveau rebondissement,
en 2020. Selon l'article, les graffitis retrouvés dans le château seraient en fait beaucoup plus vieux qu'on ne le pensait. Et ne seraient peut-être pas des graffitis de gitans, mais alors des graffitis d'anciens prisonniers ou de squatteurs de notre temps. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je préfère faire planer le doute sur la malédiction. Si ça vous intéresse, vous avez l'article dans la description, vous pouvez le lire entièrement. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, je compte sur vous pour m'améliorer encore. Et si vous voulez m'aider et me donner du courage, c'est gratuit. Il vous suffit de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est très facile. Pensez à activer la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon confinement, courage à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!